You ready? I'm recording, and anytime you're ready. Great. I'm ready. Actually, you know what? Yeah, Okay. Anytime you're ready. excellent. Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique. Notre sujet de cette semaine, lutte contre le virus Ebola, prévention et lutte contre l'infection. Pensez-vous que les gouvernements africains et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, font assez pour protéger les populations? Vos réactions, c'est cette semaine et on continue bien sûr jusqu'à la semaine prochaine. On va parler aussi de notre invité de ce soir, comme d'habitude. Vous savez que nous recevons des invités dans RM Show et dans d'autres émissions ici sur VOA Afrique à Washington. Alors on parle un peu de notre invité de ce soir. Pendant 3 ans, il a été le Premier ministre, inspecteur de finances. Il est économiste de formation. C'est un plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau M. Adolphe Muzito. Welcome, sir. J'attendais une réponse en anglais. Ah, welcome. Thank you. Exactement. C'était bien de commencer comme ça pour que je puisse tester votre niveau d'anglais aussi. Oui, mais l'anglais, je suis foutu. Et c'est même pas la première fois que vous venez ici aux États-Unis, vous venez toujours aux États-Unis. Oui, absolument. Donc, je dois dire thank you. Thank you, exactement. Très bien. Okay. Merci, M. Muzito, d'être là. Je disais tantôt au début que vous êtes ancien Premier ministre aussi de la République démocratique du Congo. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, merci. Et vous connaissez très bien sûrement cette situation d'Ebola chez vous en RDC. Est-ce que vous pensez que cette situation est bien gérée? Oui, plus ou moins, il y a des efforts, non seulement au niveau du gouvernement qui se bat et qui a une grande expérience à travers l'expertise nationale. Nos médecins ont une longue expérience par rapport à cette maladie qu'ils ont pu maîtriser. Il y a la communauté internationale, l'OMS et tous les États amis qui interviennent pour venir à bout ces virus malheureux. Mais je crois que le plus important, c'est des efforts à faire pour prévenir mais aussi les structures traditionnelles de notre santé publique qu'il faut aménager, dont il faut augmenter la capacité et aussi bien d'intervention que de prise en charge pour les années à venir. Et pourtant, M. Muzito, on dit déjà que l'épidémie a quitté Bikoro maintenant pour aller jusqu'à Mbandaka, qui n'est pas trop loin de Kinshasa. Est-ce que cela montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut augmenter la capacité d'intervention et nous sollicitons et au gouvernement et à la communauté internationale d'améliorer la capacité de prise en charge, mais aussi d'améliorer, de faire appel aux experts en augmentant aussi les personnels, les scientifiques qui doivent non seulement prévenir, mais aussi voyons un peu comment ces vaccins pourra pour l'avenir de la population nationale. J'espère que l'expérience sera concluante. Avec Ebola qui sévit à moins d'un mois du dépôt de candidature de la députation, pensez-vous que cela pourrait affecter les élections? Non, je ne pense pas. S'il y a véritablement amplification de la maladie, peut-être, mais ça ne sera pas une raison pour un glissement qui soit de plusieurs mois. Je ne pense pas. On a une grande expérience. Je crois qu'on va venir à bout ces virus. D'accord. Parlons à présent de vous-même, M. Muzito. Vous êtes positionné candidat aux prochaines élections présidentielles en RDC pour votre parti, le PALU. Mais on sait aussi que le vieux Gizenga est encore là. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème entre... Gizenga, c'est lui, notre dirigeant. C'est lui qui aujourd'hui, grâce à son expérience, nous encadre pour que les élections soient une réussite et pour les pays et pour nous-mêmes en tant que parti. Il l'a dit à plusieurs fois, y compris en 2011, en indiquant que les PALU avaient l'ambition de conduire le pays et qu'en 2016, nous devions présenter un candidat, en présentant les candidats à tous les échelons de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire au niveau de la magistrature suprême. Donc il est là pour nous encourager à assumer cette ambition-là à laquelle il tient beaucoup. Que pensez-vous, M. Adolphe Muzito, qu'espérez-vous apporter aux Congolais que vous n'avez peut-être pas pu donner quand vous étiez Premier ministre? Oui. Si vous êtes à la tête de ce pays. Si je suis à la tête du pays, d'abord ma vision est que le Congo n'est pas un pays à développer, c'est un pays plutôt à construire. Nous sommes un pays qui a plus ou moins, suivant les tracés coloniales, 58 000 km d'intérêt national qui doivent relier les provinces les unes aux autres, les provinces aussi au chef-lieu du pays.
Et donc, il nous faut 58 milliards de dollars. Si on prend une moyenne d'1 million de dollars pour construire 1 kilomètre de route. Mais il y a moyen de revoir à la baisse ce coût qui, aujourd'hui, apparaît plus exhaustif. Donc, un défi, doter le pays des infrastructures de base, dont les routes, les chemins de fer, c'est 6500 kilomètres de routes, plutôt des chemins de fer, et pour lesquels nous n'avons plus ou moins que 800 qui sont électrifiés, mais qui sont vétustes. Donc il y a un défi de plus ou moins 5500 km de chemins de fer à construire. Il y a l'électrification du pays. On a un potentiel important avec 40 000 mégawatts avec Yinga, les sites de Yinga, mais le reste comment je puis dire, de capacité hydroélectrique à travers le pays, à plusieurs mégawatts. Et donc, voilà un défi auquel il faut ajouter évidemment le reste des infrastructures qu'il faut bâtir pour le pays. Et donc, c'est un pays qui n'a pas toutes ces infrastructures et qui, de ce fait, n'a pas une bonne intégration, aussi bien géographique que sectorielle. Il faut commencer par ça. C'est alors qu'on peut augmenter la richesse du pays en augmentant les transactions entre provinces, mais aussi entre les secteurs agricoles, les secteurs industriels et les services. À partir de ce moment-là, on peut doubler, tripler notre PIB et augmenter la capacité financière de l'État dont le pays a besoin pour financer la santé, l'agriculture, financer l'enseignement primaire et secondaire, l'université, etc., et tous les secteurs sociaux du pays. Et donc, pour moi, c'est d'abord améliorer la capacité du pays à travers le financement des infrastructures. Mais notre production nationale ainsi que notre capacité fiscale ne nous permet pas. Donc, il faut ouvrir l'économie au reste du monde pour que nous ayons du financement de la communauté internationale, des États amis et des autres institutions bilatérales. Pour cela, il faut travailler avec les FMI et la Banque mondiale, qui sont des coachs et qui sont en même temps comment je puis dire, des garants pour les systèmes financiers internationaux. Et ça, c'est un domaine que vous maîtrisez très bien, en fait, les finances et l'économie, comme je disais tantôt. Et là, vous venez juste de dire que la RDC n'a pas à développer, mais à construire. Pourtant, votre ex-parti, ou parti en ce moment, le PALU, a contribué à l'élection et au maintien même de Kabila au pouvoir. Alors, au vu du bilan de Joseph Kabila, qu'avez-vous à dire pour votre propre défense? Non, le bilan de Kabila, ça dépend à quel moment on les situe, parce qu'il vient de faire plus de 17 ans au pouvoir, à partir de 2001. Je crois qu'il a bien commencé, contrairement à son père, qui n'a pas fait l'ouverture politique et économique. Il a fait l'ouverture politique, il a fait aussi l'ouverture économique, notamment sur le plan politique. Il a réunifié le pays et il a discuté avec ses adversaires, dont les forces armées et l'opposition politique. Ça nous a permis d'entrer en partenariat avec la communauté internationale pour les systèmes financiers qui nous a encadrés. C'est ce qui a permis qu'on relève les niveaux de l'activité économique, qu'on améliore le budget de l'État. On est passé d'un budget, quand il arrivait, de 300 millions de dollars à un budget de 800 millions de dollars avec le gouvernement 1+4. Et quand nous sommes venus, toujours en partenariat avec la communauté internationale à travers les institutions de Bretton Woods, d'où l'ouverture dont il a fait montre, nous avons amélioré davantage la situation. Et nous, on a repris parce que nous, quand nous arrivons en 2006-2007, le FMI et la Banque mondiale avaient plié bagages au motif que la gestion n'était pas relativement bonne, les revues n'étaient pas concluantes. Et nous avons dû reprendre avec Gizenga, donc sous la direction du PALU, qui conduisait le gouvernement, mais aussi la coalition, à travers son Premier ministre. Nous avons réussi à tripler, à quadrupler le budget de l'État de 850 millions de dollars à 3,5 milliards. Nous avons aussi, dans l'entretemps, doublé le budget de l'État de 15 à 30 milliards de dollars. Et c'est ce qui nous a permis, tout en travaillant avec les FMI, d'augmenter les salaires des fonctionnaires, tout en payant la dette aussi, d'améliorer les conditions sociales des populations. Ce n'était pas assez, mais c'était mieux qu'avant. Mais malheureusement, par la suite, avec son nouveau gouvernement, ils ont mangé cet héritage. Beaucoup disent que c'était même mieux qu'après. Oui, c'était mieux qu'avant, mais c'était mieux aussi qu'après.
Et parce que, je vous indique en passant qu'en dépit des taux de croissance dont on nous a dit qu'ils étaient positifs, de 2012 à 2016, les pays plutôt assombrés, la population a perdu 40% de son pouvoir d'achat, notamment les fonctionnaires, mais aussi le ménage dans l'ensemble, et les paysans, mais surtout les budgets, alors que la croissance nous déclarée et affichée par le gouvernement était positive. Les budgets de l'État est resté au même niveau que moi je l'ai laissé avec mon gouvernement, c'est-à-dire des 3 milliards et demi, et jusqu'à ce jour, 7 ans après, on est toujours à 3 milliards et on n'a pas pu améliorer les salaires des fonctionnaires ou tout au moins réajuster ces salaires parce que le budget, lui, a été indexé en nominal. On aurait pu indexer aussi en nominal les salaires des fonctionnaires et du personnel public. On ne l'a pas fait. Et donc, voilà, le pays tout entier, la population, les agents de l'État ont vu leur salaire diminuer de plus ou moins 40% en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est pourquoi le bilan sur le plan social est catastrophique pour ce dernier mandat. Et je suis désolé de constater que le président, avec son nouveau gouvernement, ils ont mangé tous les acquis, tout l'héritage que nous avons mis ensemble, mis en place ensemble. Monsieur Bozito, êtes-vous alors, avez-vous, avec tout ce que vous venez de nous dire, en tant que politicien congolais, la conscience tranquille vu cette situation actuelle du pays? Je ne suis pas tranquille en tant que responsable politique. Je considère que je suis l'un de ceux qui doivent rendre compte au peuple. Mais je pense que le peuple aussi est confiant de mon apport en termes de critiques positives, constructives, mais aussi des propositions que je fais pour qu'on sorte de cette mauvaise situation. Des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la majorité pour dire que les matières modifiées de la Constitution touchent ou vont toucher les points verrouillés pour laisser Kabila de briguer un troisième mandat. Votre point de vue là-dessus? Donc, mon point de vue est que c'est de la comédie tout simplement. Il n'y a pas eu un changement de fond qui touche les régimes politiques et qui touche les mandats du président de la République en tant que tel pour justifier qu'il brigue un nouveau mandat. Même si c'est la Cour constitutionnelle qui devait trancher la question. Oui, mais la Cour constitutionnelle, j'ai peur qu'elle soit inféodée. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Je pense que, politiquement parlant, je conseillerais au président de la République de ne pas prendre ces risques-là. Je crois qu'il a fait de bonnes choses. Il a fait aussi de mauvaises choses. Le peuple est prêt à oublier ce qu'il a fait qui n'est pas bon. N'oublions pas qu'on est entré en démocratie par lui, grâce à lui. Évidemment, avec les efforts antérieurs des opposants et de ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont lutté pacifiquement, il nous a reconduit à la République, à la démocratie, mais c'est un long processus qu'il faut continuer à construire. Je ne voudrais pas qu'il soit celui par qui nous sortons de ces processus de démocratisation. Et je pense qu'il sortira par la petite porte à ce moment-là. Je lui conseille de sortir par la grande porte. Et il pourra toujours revenir, pourquoi pas, et le peuple est prêt à oublier toutes les faiblesses qui aura caractérisé son régime. Et je pense qu'il y aura toujours des faiblesses pour tous les régimes qui viendront. Le plus important, c'est de mettre le pays sous les rails et de laisser que le pays s'organise. Il peut toujours jouer un rôle dans le cadre de son parti politique, sans nécessairement être à la tête des institutions. Il y a toujours une vie après le pouvoir, et je pense qu'il a l'avantage d'être jeune, qu'il joue le rôle dans l'ombre et ne se mette pas au devant de la scène pour priver à notre pays la paix dont il a besoin. Et je pense qu'il n'a pas véritablement intérêt à suivre tous ceux qui pour leur propre positionnement, l'encouragent à vouloir briguer un troisième mandat auquel il n'a pas droit. C'est ça mon message, c'est ça ce que je lui conseille. Il sortira par la grande porte et l'histoire lui sera reconnaissante. La France et les pays voisins, le Rwanda, l'Angola, le Congo-Brazza, ont pris une position exigeant le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'en pensez-vous de cette décision? Oui, je crois que c'est bon diplomatiquement qu'il fasse toutes ces pressions nécessaires, mais dont les pays n'auraient pas besoin s'il n'y avait pas toutes ces tentatives qui donnent finalement, qui plantent les décors de ce que le président Kabila tient à se représenter, à briguer un troisième mandat. On pouvait faire l'économie de toutes
toutes ces pressions, si le président avait pris la ligne directe et avait déclaré déjà aujourd'hui en disant qu'il ne sera pas candidat, ça ne lui empêche pas d'afficher ses ambitions à travers son parti politique, à travers d'autres cadres de son parti, pourquoi pas. Et si nous commençons à subir ces pressions qui peuvent toucher à la souveraineté du pays, c'est par la faute de son camp politique. Et le pays et le peuple a besoin des soutiens de ces États-là pour faire respecter l'accord de la Saint-Hiver, particulièrement en ce qui concerne les respects de la Constitution. Je disais au début de cette émission, Michel Dorfmusito, que vous êtes aussi un économiste. Et les gens continuent à se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au Congo économiquement, un des pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qui ne va pas exactement économiquement? Ce qui ne va pas au Congo, c'est qu'on n'a pas un tissu intersectoriel. On n'a pas une matrice interindustrielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un secteur agricole. Nous avons une agriculture de cueillette, de ramassage, la pêche, etc. Ce n'est pas une agriculture marchande. On n'a pas un secteur industriel, on n'a pas un tissu industriel qui traite les matières premières venant d'en bas, dont les secteurs agro-industriels qui peut transformer ce qui viendrait de l'agriculture si elle-même elle était marchande. On n'a pas un secteur tertiaire, on n'a pas un réseau bancaire. Tenez par exemple pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne les réseaux bancaires, qui aujourd'hui est un des piliers de l'économie à travers les pays qui sont développés. Nous avons un PIB de 40 milliards de dollars au Congo. Mais notre épargne, d'abord, notre masse monétaire est autour de 4 milliards de dollars. Ça signifie que 10% tout simplement de cette richesse générée annuellement par l'État se retrouve dans le système bancaire. Donc en fait, on est en face d'une économie qui n'est pas monétarisée. En fait, une économie anémique, si je peux l'appeler ainsi. Mais maintenant, quand vous reprenez par rapport à cette masse monétaire les niveaux de l'épargne, la richesse nationale étant de 40 milliards, nous aurions pu, comme la moyenne africaine, avoir ne fût-ce que la moitié de cette richesse dans les réseaux bancaires, sous forme d'épargne ou de dépôt, qui soient capables, dans l'hypothèse du Congo, ne fût-ce que 20 milliards de dollars sur les 40 milliards qui seraient dans les réseaux bancaires, comme masse monétaire, mais aussi comme dépôt, pour être une source de financement de l'économie au titre des crédits. C'est dommage, on n'a que 9% de cette richesse qui est épargnée dans les systèmes bancaires. Mais j'indique en passant aussi que cette épargne est en devise plus ou moins en dollars, autour de 80%. Mais la même chose pour les crédits. Et quand vous regardez aussi bien en termes de dépôts, c'est-à-dire de l'épargne que de crédits distribués, 80% c'est Kinshasa et le Katanga. Les autres pays se répartissent les restes, les 20% qui restent. Et là-dedans, il y a des provinces qui n'ont même pas de dépôts dans les systèmes économiques, et parce qu'il n'y a pas d'épargne là-bas, compte tenu de la nature de leur système, de leur économie, notamment les pays à économie agricole ou à économie de cueillette. Le Kasaï, le Bandundu, l'Équateur, le de Kasaï, le Bandundu, l'Équateur. Et donc, vous voyez donc, c'est une économie qui ne peut pas financer son développement. Et au Congo, il n'y a pas de crédit, principalement pour ces provinces-là. Mais vous pouvez y ajouter Kinshasa aussi, parce que Kinshasa de 12 millions d'habitants. Quand je vous dis plus ou moins 70% avec plutôt 60% avec 20% du Katanga, le 60% c'est à la Gombe, ce n'est pas sur l'ensemble de Kinshasa. Donc voilà déjà un agrégat dans le secteur tertiaire qui ne peut pas permettre à l'économie de se développer. Et qu'est-ce qu'il faut? Le secteur agricole ne peut pas fonctionner non plus parce que le pays est enclavé, les régions sont enclavées, nous n'avons pas de routes. C'est pourquoi vous avez parlé de la construction. Oui, et si je vous ai parlé des 58 000 km de routes qui représentent les tracés coloniales, qui rendraient l'économie fluide, mais qui n'existent pas sur les 58 000. Nous n'avons pu construire que 5 000 km de routes. Le Congo n'a pas une seule route nationale qui puisse relier l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. On n'a pas de chemin de fer. On a 6 000 km de chemin de fer représentant les tracés coloniales, mais 800 seulement, ou 600 seulement fonctionnent, mais en état de vétusté. Donc vous prenez les grandes entreprises publiques structurantes, l'ONATRA, la SNEL, la Régie des eaux, la RVA, etc., toutes sont en faillite et toutes sont en déficit d'exploitation. Elles créent plus de dépenses qu'elles ne créent l'argent. Vous prenez la Banque centrale elle-même, elle est totalement en faillite.
elle ne peut financer son exploitation qu'en recourant au financement monétaire, c'est-à-dire à la planche à billets. Tenez par exemple, pour 2016, elle a réalisé un déficit d'exploitation, un résultat affecté de plus ou moins 250 millions de dollars. Elle a une masse salariale de 100 millions de dollars qu'elle n'arrive pas à couvrir avec son résultat d'exploitation. Elle couvre ça avec un endettement auprès du Trésor. Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, c'est d'abord augmenter la richesse du pays. Mais pour augmenter la richesse du pays, avec incidence d'augmenter le budget de l'État, pour que l'État sorte de cet état de faillite, il faut principalement faire les routes. Mais pour faire les routes et les autres infrastructures, bien entendu, j'ai parlé pour l'amélioration de la desserte en eau, en électricité. Retenez par exemple que pour ce qui est de la recette en électricité, 9 Congolais sur 10, plutôt sur 100, ont de l'électricité. Plus ou moins 20 Congolais sur 20 ont de l'eau potable. Plutôt sur 20 Congolais sur 100 ont de l'eau potable. Donc, c'est dans ces secteurs-là qu'il faut financer. Mais où prend l'argent? Parce que l'État lui-même a un budget très faible de 4 milliards de dollars en prévision, mais plus ou moins 3 milliards et demi en réalisation. Donc, il faut nous ouvrir à la communauté internationale. D'autant plus que nous avons la chance d'avoir un PIB qui, dans l'entretemps, a augmenté. Il est passé de 10, avec nous, de 15 à 35. Mais on a amélioré, il est à 40 milliards aujourd'hui, avec une dette de 6 milliards, parce que nous sommes passés d'une situation d'un pays pauvre, très endetté, à une situation d'un pays pauvre, moins endetté, parce qu'on a une dette de 6 milliards, tout simplement. Donc, quand vous faites les rapports avec les niveaux de l'endettement et du PIB, si nous étions les États-Unis, nous aurions pu augmenter notre endettement jusqu'à 40 milliards, parce que les États-Unis, vous le savez, ils ont un PIB de 22 000 milliards, mais ils ont aussi une dette de 22 000 milliards. Alors, avec cette capacité d'endettement, nous avons une capacité de prise en charge du service de la dette jusqu'à hauteur de 30 milliards de dollars. Alors, cette opportunité nous permet de nous endetter et de financer nos infrastructures. Mais aussi, nous pouvons mobiliser des ressources au profit des entreprises publiques aujourd'hui qu'on continue à garder par le régime dans le griffe du parti au pouvoir. Je pense que ces entreprises, il faut ouvrir leur capital au secteur privé et ils peuvent drainer des milliards de dollars pour leur expansion, leur modernisation, en privatisant la gestion, en donnant en concession certains actifs de ces entreprises. Je crois que c'est une opportunité et pour créer l'emploi et pour augmenter la richesse. Et évoluer vers maintenant les développements en passant par une croissance soutenue et durable. Évidemment, on comprend que ça prendra du temps, tout ça aussi, ça c'est sûr. Oui, absolument. Il faut un minimum de 5-10 ans. Ouais, je finis avec ma dernière question. Si M. Joseph Kabila reste au pouvoir après décembre 2018, comment voyez-vous l'avenir de ce pays? C'est un pays qui va imploser. Le peuple qui reste au pouvoir, soit il n'organise pas les élections et le peuple se prendra en charge, ce que je ne lui souhaite pas. Le peuple lui doit quand même, historiquement, le fait que c'est lui qui a libéralisé la politique de ce pays-là en jetant les bases de la démocratisation et de toutes les réformes que l'actuel gouvernement, ou disons le gouvernement qui nous a succédé, a eu du mal à mettre en place. Et l'échec a commencé à partir de là. Il faut qu'il reprenne avec la volonté politique qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir. Soit il continue à faire le glissement, le peuple va se prendre en charge et nous risquons d'obtenir une alternance qui ne sera pas démocratique, qui risque d'être violente. Ou alors il s'entête et il veut organiser les élections en participant lui-même avec le risque de frauder. Je crois que là aussi, ce ne sera pas bon ni pour lui ni pour le peuple. Et ce sera une catastrophe que personne ne souhaite, ni dans notre pays, ni auprès de nos voisins. Moins encore au niveau de la communauté internationale qui se bat pour nous aider à retrouver une alternance qui soit démocratique. Monsieur Adolphe Muzito, je rappelle que vous êtes ex-premier ministre de la RDC et aussi vous êtes candidat à la présidence de ce même pays. Merci beaucoup d'être passé nous voir et surtout, bon voyage, bon retour en RDC. Merci pour votre temps. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'était Roger Muntu de RM Show ici sur VOA Afrique. Je vous dis comme d'hab, so long. Thank you. All right, and cut. We're good.